Bonjour et bienvenue dans votre émission Comme une planète Hauts-de-France, votre magazine consacré à l'actualité de la région. Émission spéciale aujourd'hui, co-animée par La Voix du Nord et la radio RCF. Avec Raphaël Remande, nous sommes ravis de vous retrouver pour parler du canal Seine-Nord. Oui, Anne, ces dernières semaines, les manifestations contre ce projet se sont accentuées, notamment à Tourotte, dans l'Oise, le 11 octobre dernier, mais aussi venant du monde scientifique, de l'Université technologique de Compiègne. Et parallèlement, le chantier avance et le monde économique commence à se mobiliser en sa faveur. Des tensions contraires qui nous ont semblé intéressantes à décrypter. Nous sommes donc ravis d'accueillir Pierre-Yves Bier, directeur partenariat territoire de la Société du canal Seine-Nord basée à Compiègne. Bonjour. Bonjour. Et Yves Courteau, agriculteur basé à Ytre, près de Bapaume, concerné par le tracé du canal et adhérent de l'association Protection du territoire Sanesco, PTSE. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer nos échanges, Raphaël, d'abord rappelez-nous les contours de l'ouvrage. Imaginez des marchandises débarquées à Paris et qui de là pourraient être dirigées vers les grands ports du nord de l'Europe, Dunkerque, Anvers, Rotterdam, via des péniches géantes. Voici le projet du canal Seine-Nord, relier deux grands réseaux fluviaux via un immense canal de 107 km de long construit entre l'Oise et le Nord. Alors aujourd'hui, il en existe bien un, mais trop petit. Il accueille des péniches de 900 tonnes environ contre plus de 4000 tonnes attendues demain. Pour ses partisans, la promesse du canal Seine-Nord, c'est ça, transporter plus de marchandises en bateau, donc moins de camions sur les autoroutes, bref, un projet vertueux dans l'air du temps, en plus d'être un projet phare pour la réindustrialisation de toute la région. Pour ses opposants, c'est au contraire trop d'eau dans ce grand canal étanche, trop de terres agricoles amputées, trop d'argent public. En un mot, disproportionné. D'ailleurs, le coût de ce qu'on appelle le chantier du siècle était prévu à environ 5 milliards d'euros, mais avoisinerait aujourd'hui les 7 à 8 milliards. C'est l'un des points sensibles dont nous allons débattre. Alors, pour commencer ce point d'étape sur ce gros chantier qu'on qualifie de pharaonique, on peut commencer avec vous, Monsieur Bier. Les travaux ont commencé en 2022. Aujourd'hui, où en est la construction du canal ? Alors en effet, le chantier, c'est une réalité. Progressivement, il se déploie le long des 107 km. Là où il est le plus avancé, c'est dans l'Oise, entre Compiègne et Noyon, puisque là, nous avons déjà livré 4 ponts. Nous avons créé un nouveau lit de la rivière Oise pour laisser la place au canal. Nous avons engagé les travaux de l'écluse la plus au sud, sur les communes de Montmac et de Cambronne-les-Ribécourt. Et puis, nous avons déjà réalisé 200 hectares quasiment d'aménagement écologique, principalement dans la vallée de l'Oise, de l'ordre de 170 hectares, sur un programme globalement de 1200 hectares. Et puis plus au nord, donc là on en est à un certain nombre de travaux préparatoires. Évidemment, il y a tout le processus d'archéologie préventive. Quand vous dites plus au nord, c'est toujours dans l'Oise ? Donc, à la fois dans l'Oise, mais aussi dans la Somme et dans le Pas-de-Calais et dans le Nord. Où là, nous préparons donc les phases de chantier principales. Donc, nous réalisons des quais travaux pour favoriser la logistique d'approvisionnement par voie fluviale du chantier, donc limiter l'empreinte environnementale du projet. Il y a des gestionnaires de réseau qui dévoient leurs réseaux qui vont croiser le canal. Je pense en particulier à la SANEF dans le secteur du sud du Pas-de-Calais, qui réalise un viaduc au-dessus du canal, mais aussi des réseaux de gaz, des réseaux de télécom et aussi des aménagements écologiques. Par exemple, nous engageons en ce moment une centaine d'hectares d'aménagements écologiques sur la partie Somme du tracé. Donc le projet, il est engagé et il emploie déjà quasiment 700 personnes sur l'ensemble du linéaire. Et alors, quel va être le calendrier à venir ? Quand est-ce que le canal véritablement sera creusé ? Alors, il a commencé, avec l'écluse de Montmac, sur lequel l'entreprise travaille sur les parois moulées. Il a commencé à être creusé. Tous nos principaux marchés, donc ce qu'on appelle les marchés de terrassement, de rétablissement des routes, des voies ferrées, tout ça c'est lancé. La construction des écluses, là aussi les marchés sont lancés. Et donc au printemps prochain, nous allons notifier, c'est-à-dire que nous allons attribuer le marché de terrassement du canal de part et d'autre de l'écluse que j'ai citée, dans la vallée de l'Oise. Et puis entre fin 2026 et début 2027, nous allons attribuer tous les autres marchés de terrassement du canal sur toute la partie nord du chantier
et également les écluses, ainsi que l'ouvrage un peu emblématique de ce projet qui est le pont canal de la Somme, qui sera attribué donc à un groupement d'entreprises, en principe à la fin du premier trimestre 2026. Donc en 2 mots, c'est le canal qui passe sur un pont, c'est bien ça? Le pont canal, c'est le canal qui passe soit au-dessus d'une autoroute, on en a 2 comme ça, soit au-dessus de la vallée de la Somme, c'est juste à l'ouest de Péronne, et c'est une mesure d'évitement puisque ça évite d'aménager le canal en fond de vallée, là où effectivement il y a des enjeux écologiques majeurs. Et alors, dans l'actualité du canal, puis ensuite on donnera la parole à Monsieur Courteau, il y a récemment le monde économique qui s'est mobilisé pour soutenir le projet en octobre dernier à Paris. Alors quand je parle du monde économique, ça va du Havre, Rouen, Paris, jusque Dunkerque. Tout le monde, vous êtes tous retrouvés là sur Paris pour apporter le soutien au projet. C'était une première. On va écouter Franck Grimont-Pré. Alors lui, il est chef d'entreprise régionale dans la logistique et le transport. C'est aussi le président de la commission de développement économique de l'Alliance Seine-Esco. C'est un collectif de chefs d'entreprise, maires et décideurs économiques qui soutiennent le projet. Il nous explique pourquoi. Dans un contexte où nous avons aujourd'hui la zéro artificialisation nette des sols, vous avez cette chance que le canal a offert tout le long de sa construction. Vous avez évidemment des zones qui vont être développées pour pouvoir accueillir des entreprises, de l'industrie, de transformation, de logistique, qui utilisent vraiment ce qu'on appelle la voie d'eau, un report modal. Donc on va y trouver du vrac, mais on va y trouver aussi des produits conditionnés, des produits de grande consommation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le positionnement des stocks de consommation, ces stocks de consommation doivent être équidistants du bassin de consommation. Vous croyez que c'est Paris qui fait tout par le Havre? Le barycentre de consommation de 80 millions, voire 100 millions de consommateurs de l'Ouest européen, eh ben on est pile sur le canal. Parce que vous êtes à 300, 350, 400 kilomètres de 100 millions de consommateurs. Alors, on sent bien cet enthousiasme. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Monsieur Bier, cette mobilisation du monde économique ? Si le canal il a aujourd'hui démarré, si c'est une réalité, c'est qu'en effet, il répond à une véritable attente. Une attente des entreprises de travailler mieux, de transporter mieux. C'est ce que va permettre le canal Seine-Nord-Europe au sein d'un réseau beaucoup plus large qu'on appelle Seine-Esco. Et donc, ça va permettre aux entreprises de pouvoir intégrer un maillon fluvial dans leur chaîne logistique. Il y a une attente sociétale qui est forte, mais les entreprises, encore faut-il qu'on leur propose des solutions opérationnelles concrètes. Et le canal, elle en est une parce qu'à la fois, ça leur permet, en transportant des volumes importants sur des grands bateaux, de baisser les coûts de transport, donc d'être compétitifs, et en plus de limiter les émissions de CO2 liées aux activités de transport. Donc c'est une vraie attente du monde économique, et si le projet, il en est là aujourd'hui, c'est qu'il a franchi toutes les étapes, c'est-à-dire toutes les étapes d'études, d'autorisation administrative, et aujourd'hui également de toutes les études qui ont permis de démontrer qu'il était intéressant. Une mobilisation, un enthousiasme un peu tardif quand même, parce que ça fait... quelques années qu'on voit beaucoup de contestations autour du projet, des contestations citoyennes. Et là, enfin, le monde économique commence à sursauter. Le monde économique, il a toujours été présent, il a toujours été en attente du projet. Il ne réagit pas aujourd'hui parce qu'il y a des manifestations, comme vous le disiez, mais comme vous le dites... le projet, il est d'abord très soutenu. Je rappelle qu'il y a plus de 8 habitants sur 10 des Hauts-de-France qui estiment que c'est une bonne initiative. 8 habitants sur 10 des Hauts-de-France, mais également des communes, des 64 communes qui sont traversées par le projet. Il est soutenu par tous les élus de la région, des départements. Il est porté, ce projet. Et en effet, il est porté par le monde économique. Alors, vous parlez de projets portés. Monsieur Courteau, je me tourne vers vous. Alors, vous faites partie de l'association Protection de Territoire Seine-Esco qui conteste le projet. Alors, déjà, comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre, à ce qu'on dit sur l'enthousiasme du monde économique qui attend ce projet ? Mais la première réponse que j'ai envie de vous faire, c'est que forcément, quand on va demander aux utilisateurs s'ils sont favorables à un projet, ils vous répondent oui. Si on allait demander aux supporters du LOSC s'ils étaient favorables à la construction du stade Pierre-Mauroy, ils vous auraient répondu oui tout de suite. La question, on ne la pose pas comme ça. Forcément que les utilisateurs sont favorables. Donc je pense que la décision, elle doit être prise à un autre niveau que celle des utilisateurs qui forcément sont en attente d'une nouvelle infrastructure. Alors, allez-y. Sur la compétitivité dont vous parlez, il faut quand même un petit peu remettre les pieds sur terre. Je crois qu'on parle d'un coût de transport entre
le moyen petit gabarit et le grand gabarit de 5 eurotonnes. Hein. Vous allez appliquer un péage compris entre 2 et 3 euros la tonne. C'est-à-dire que déduit des 5 euros d'écart de compétitivité entre les deux modes, vous avez une économie de 2 à 3 euros la tonne. C'est dérisoire. C'est dérisoire. Il n'y a pas de compétitivité. Entre le fluvial Entre le fluvial moyen gabarit et le fluvial grand gabarit, hein, il y a 5 euros d'écart de coût de transport. Moyen gabarit, Mais- c'est le canal, Voilà. du Nord actuel. Voilà. Mais sur le canal Seine-Nord-Europe, il y aura un péage dont on ne connaît pas aujourd'hui le montant. entre L'objectif 1,75 € et 3,25 €. Hein. Alors ça, Donc ça vient réduire de moitié l'économie. Ça sera pas ça, Et en donc, l'occurrence. il reste une économie sur le coût de transport de 2 à 3 euros Alors c'est ce que vous dites, puisque la rappelons tonne. Ce qu'il qui est y a très un- important pour la compétitivité, ça se joue à 1 ou 2 euros la compétitivité des productions. Alors, on Et donc reviendra tout l'emploi. à l'heure sur le volet économique, mais juste pour rester sur la mobilisation, on le disait en introduction, il y a un mois, il y a eu une manifestation à Tourotte. Jamais les opposants n'avaient été aussi nombreux. Est-ce que pour vous, il y a un tournant aujourd'hui, ou est-ce que vous avez le sentiment que les gens n'ont pas encore conscience de ce que vous appelez la démesure du canal ? Alors oui, ça c'est sûr que si on prend la population, quand vous dites que 8 habitants sur 10 sont favorables au projet, je pense que 9 habitants sur 10 ne connaissent pas la réalité du projet. J'en veux pour preuve, je parlais encore avec un agriculteur d'une autre région qui comparait ça au canal du Midi. Mais je lui ai répondu, tu ne connais pas le projet. Parce qu'on ne peut pas comparer le canal Seine-Nord au canal du Midi. On ne peut même pas comparer le canal du Nord au canal Seine-Nord. Le canal du Nord, il comprend 19 écluses. Alors on va dire c'est beaucoup. Mais en fait, le canal du Nord, il épouse le relief de la région par des petites écluses de 6 mètres, ce qui fait qu'on ne le voit presque pas. Il est intégré, sinon au paysage, au moins au relief. Le canal Seine-Nord, lui, il va trancher dans le paysage. C'est-à-dire qu'il y a des déblais qui font 50 mètres de profondeur. On remblaye des vallées avec des remblais de 20 mètres de haut ou 25 mètres de haut. Donc là, effectivement, on a un ouvrage qui est démesuré, gigantesque. Les écluses vont faire 25 mètres de haut. Il y a au nord de Péronne une retenue, un bassin réservoir pour alimenter le canal en période de manque d'eau. Il y aura pour fermer ce barrage une digue de 42 mètres de haut, adossée à un village. 42 mètres, c'est un immeuble de 14 étages. Et d'ailleurs, alors vous, Monsieur Courteau, on peut en dire juste deux mots, vous êtes agriculteur à Ytre, un petit village près de Bapaume, et c'est une commune qui, par exemple, va être coupée en deux par le canal. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Alors voilà, suite à la reconfiguration orchestrée par Rémi Pauvros en 2013. Alors rappelons que 2014, Rémi Pauvros, c'était le député maire de Maubeuge qui a été missionné dans les années 2013 pour revoir, entre guillemets, à la baisse un projet qui était déjà qualifié de trop coûteux. Je pour résume. relancer un projet qui était sur le point d'être abandonné, effectivement, face à des coûts excessifs et non financés. Et donc, cette occasion, effectivement, pour faire aboutir, j'allais dire à tout prix ou quoi qu'il en coûte, comme on dit aujourd'hui, ce projet, on a choisi d'imposer à notre village un tracé qui frôle le village, puisqu'il est à 30 mètres de chez moi, entre le village et puis un petit hameau qui est séparé du village de 200 mètres. Donc là, on a une tranchée, effectivement, qui va faire 190 ou 200 mètres de large et près de 50 mètres de profondeur. Et jusqu'à aller à impacter notre nappe phréatique. Donc ça, c'est quelque chose que la Société Canal ne dit pas beaucoup, en disant que le canal sera étanche et qu'il n'y aura pas de prélèvement dans les nappes phréatiques. Mais chez nous, il y a nécessité de ce qu'on appelle rabattre la nappe, c'est-à-dire en fait drainer la nappe pour qu'elle soit plus basse que son niveau actuel, de sorte à ne pas compromettre la stabilité de l'ouvrage. Et c'est 25 millions de mètres cubes d'eau qui vont être drainés et envoyés dans la Somme pour permettre à ce canal d'exister. Alors, nous sommes toujours avec Pierre-Yves Bier, qui représente la Société du canal Seine-Nord, et Yves Courteau, adhérent de l'association Protection du territoire Seine-Escaut. On évoque l'actualité du canal Seine-Nord. Monsieur Courteau, on vient de vous entendre parler effectivement d'un canal qui risque de bouleverser la région, jusque dans votre quotidien, notamment vous d'agriculteur. On a évoqué effectivement que cette année, il y a eu de nombreuses contestations citoyennes sur le terrain. Ça a été crescendo depuis un an. Et il faut évoquer également que depuis décembre, un recours a été déposé devant le tribunal administratif d'Amiens par votre association et Nord Nature Environnement pour tenter de stopper le projet. Je me tourne vers vous, monsieur Pierre-Yves Bier. Cette contestation
manifestations citoyennes, est-ce que ça reflète un peu l'échec de l'adhésion de la population au projet ? Alors, encore une fois, la population, elle adhère au projet. J'ai cité tout à l'heure, c'était issu d'un sondage fait dans les règles de l'art, comme tous les sondages que Mais comment vous pouvez, réagissez-vous en même temps à toutes ces manifestations qui ont augmenté depuis plus d'1 an ? Nous sommes en permanence sur le territoire. Depuis 2020, les équipes de la Société du Canal ont tenu 1700 moments d'échange sous des formes très diverses. Ça peut être une réunion bilatérale avec un maire, ça peut être une réunion collective avec plusieurs maires, plusieurs élus d'un même territoire, ça peut être une réunion publique, une randonnée directement sur le terrain, des stands. Et nous, qu'est-ce qu'on constate quand on est comme ça sur le terrain ? On était encore à Moilin, au nord de la Somme, à la fête de la brioche, 15 jours après, à la fête des poulains à Nesle. On constate des gens qui viennent nous voir, qui disent « Ah, ça y est, enfin ce canal, depuis le temps qu'on en parle, ça y est, ça démarre ». Et les gens, ils sont en attente, ils sont curieux. Il y a des gens aussi qui disent « Oh là là, effectivement, où il va passer, comment il va se positionner ». Et donc, en fait, ils cherchent des réponses. Et donc, en toute transparence, on leur apporte, lors de ces réunions, et aussi, tout est transparent sur le site internet. Tous les dossiers d'enquête publique sont encore en ligne. Les avis qui ont été exprimés par les autorités indépendantes, favorables, du reste, les commissions d'enquête ont à chaque fois donné des avis favorables. Mais que dites-vous Le Conseil national de protection de la nature a donné à 4 reprises, ce sont des experts de l'environnement, un avis favorable sur tous les aspects biodiversité. Et que dites-vous aux voix qui dénoncent le gigantisme du projet, qui sont quand même existantes ? Nous, on a toujours été ouvert à la discussion. Mais à un moment donné, on se trouve vis-à-vis d'un certain nombre de ces personnes avec des gens qui, eux, ne se déclarent pas, contrairement à vous, Monsieur Courteau, et on a le plaisir de dialoguer depuis plusieurs années. On a des gens qui ont des pseudos, on a des gens qui mettent des masques, et là, on ne peut plus dialoguer avec des gens comme ça. Donc nous, on se concentre effectivement sur les personnes qui sont dans cet esprit de dialogue pour essayer de comprendre. Après, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, nous, tout est sur la table, tout est transparent. Les aspects, vous avez parlé des aspects de l'eau, c'est une vingtaine d'hydrogéologues agréés qui ont regardé le dossier qui a été porté à l'enquête publique encore en 2024 et qui ont donné des avis favorables. C'est pas la peine d'aller chercher des hydrogéologues de Toulouse, du CNRS, qui connaissent pas le projet et qui en disent du mal. Le projet, il a été étudié par des ingénieurs dans les bureaux d'études, il a été regardé par les experts des services de l'État, c'est pas rien, qui ont validé le dossier, c'est pour ça qu'il est allé en enquête publique, et ensuite il a été analysé par des autorités indépendantes. Ça, c'est un gage qui est très important pour indiquer qu'on va réaliser ce projet qui est certes important, qui modifie le territoire, c'est vrai, qui recrée un paysage, mais on va le faire dans de bonnes conditions pour qu'il s'insère bien à l'issue des travaux. Alors, comme on ne peut pas aborder tous les points de détail du recours, on voulait néanmoins évoquer l'un des sujets de débat qui en tout cas entraîne des crispations, c'est celui du budget, puisqu'on l'a dit en évoquant tout à l'heure le rapport Rémi Pauvros, c'est un projet qui traîne, un budget qui aujourd'hui semble déraper. Où en est-on exactement en termes de budget pour le projet du canal Seine-Nord, Monsieur Biet ? Donc 2019, signature de la convention de financement ANEL pour un montant de 5,1 milliards d'euros. Depuis, effectivement, la crise sanitaire du Covid, la guerre en Ukraine, la reprise mondiale au niveau économique avec l'inflation que l'on a connue. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'actualiser le coût du projet à la lumière également des offres que nous recevons des entreprises. J'ai indiqué que nous avions lancé tous les appels d'offres. Sur les premiers appels d'offres qui ont été lancés, nous commençons à recevoir les offres. Et donc, nous sommes en train de consolider ce coût qui fera l'objet, effectivement, d'une actualisation et d'une communication dans les tout prochains mois. A priori, ce sera plutôt 8 milliards, 10 milliards, 13 milliards, comme le disent certains opposants. Alors, je ne peux pas vous donner le montant. On est en train de l'actualiser. Chaque chose en son temps. Naturellement, au regard de l'inflation qui a été très importante, sur la seule année 2022, l'indice qui est le plus important dans le domaine des travaux publics pour ce qui nous concerne, il a gagné 10% à lui tout seul. Donc forcément, il y aura une croissance du coût du projet. Donc c'est ça que nous sommes en train de consolider et on aura l'occasion, effectivement, bien évidemment, en toute transparence là encore, de l'indiquer, de l'expliquer. Vous, Monsieur Courteau, ce surcoût, c'est l'une des données qui vous fait tiquer. Vous dites d'ailleurs que vous êtes rentré dans ce dossier par l'aspect économique, même plus que par l'aspect environnemental. Oui, c'est vrai que je me suis interrogé fortement sur les données qui étaient diffusées par la Société du Canal. À l'époque, c'était VNF, au moment de la reconfiguration. Effectivement, il était assez difficile de comprendre qu'on passait d'un budget annoncé de 7 à 8 milliards
évalué plutôt à 6 milliards par la mission Masson-Nielski, Inspection générale des finances, à un coût de 4,5 milliards à l'époque, en supprimant une écluse à 200 millions. Donc là, j'ai essayé de comprendre les calculs de la société de VNF à l'époque, et c'est là que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas la vérité, tout simplement. Ce que me dit M. Billet à l'instant. Donc moi j'ai regardé l'indice TP01 entre 2016, puisque c'est la première convention de financement, et aujourd'hui il a augmenté d'à peu près 26%. Donc 26% sur un coût qui était à l'époque de 4,5, 4,6 milliards, ça fait 1,2 milliard. Donc on arrive à 5,8 et pas à 7 ou 8. Donc il y a encore 2 milliards Oui, qui ce se que vous dites, baladent, c'est qu'il là. n'y a pas seulement l'inflation Il n'y a qui pas que explique ce l'inflation. surcoût. L'inflation, elle est responsable de 40% là, du surcoût qu'on nous indique. Donc il y a bien plus que ça. Et donc on ne nous dit pas sur ce sujet-là, et sur plein d'autres, sur le trafic, sur la décarbonation, sur les emplois, tous ces chiffres-là ne sont pas sincères. On nous annonce 50 000 emplois. C'est énorme, Oui, 50 c'est 000 un autre emplois. sujet. Mais alors, Monsieur Le Bier, port du Havre, c'est 10 000 emplois. qu'est-ce que vous répondez, Monsieur Bier, sur cette crainte qu'ont les opposants d'un surcoût dont on ne sait pas d'où il vient et qui semble déraper? Sachant qu'une partie des ports intérieurs qui sont hors de ces 5 ou 8 milliards devrait être cofinancée par les collectivités. Or, aujourd'hui, avec les restrictions budgétaires, ça devient compliqué. Comment vous pouvez rassurer aujourd'hui même les habitants de la région à ce sujet? Alors de quoi on parle? D'abord, on parle d'un grand investissement public à l'échelle européenne. Ce projet, il est d'abord financé par l'Union européenne. L'Union européenne, elle a 5 projets de transport en Europe. Elle en a 4 qui sont des projets ferroviaires. Elle a un projet fluvial. C'est le réseau Seine-Escaut et donc en son sein, le canal Seine-Nord-Europe. Pour elle, c'est déterminant de relier nos peuples avec des voies massifiées comme le ferroviaire ou la voie navigable. Et donc, l'Europe, elle suit, y compris dans le cadre d'une évolution du coût du projet qu'on constate effectivement assez fréquemment sur des grands projets d'investissement en infrastructure, pour les raisons que M. Courteau a citées. L'inflation qui s'impose à tout le monde. Là, on n'a pas de baguette magique. L'inflation, elle s'impose. Le projet, il est très encadré. J'ai cité tout à l'heure les enquêtes publiques, les autorisations environnementales dont bénéficie le projet. Toutes ces autorisations, elle donne un cadre très strict, notamment d'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue de l'environnement. Tout ça, ça génère des coûts. Et donc, lorsqu'on aura dans les tout prochains mois l'occasion C'est de pour quand? Pour consolider janvier, le coût, février? c'est dans les tout prochains mois. C'est dans les tout prochains mois. On aura l'occasion de décrire très précisément ce qui relève de l'évolution de l'inflation, ce qui relève ce qu'on appelle les normes, le coût lié aux normes, mais qui sont des éléments de sécurité et un gage pour convaincre que nous allons faire un projet de qualité d'un point de vue sécurité qui s'insère dans l'environnement. Mais ça a un coût, y compris par exemple le patrimoine, l'insertion. J'ai un exemple sur Noyon. Noyon, c'est une des villes d'art et d'histoire de notre région des Hauts-de-France. Donc on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France pour intégrer au mieux, mais c'est vrai que ça génère des coûts. Et donc tout ça, on l'expliquera en effet dans les tout prochains mois. Et qui va payer le surcoût dans un contexte où toutes les collectivités locales sont dans une phase d'austérité Oui, en fait, très sévère? est-ce qu'il y a un projet de taxe en fait? Alors le principe, donc l'Europe pour 50%. Ensuite, il y a une parité entre l'État et les collectivités territoriales qui s'investissent très fortement. Et en effet, dès 2019, la convention de financement à laquelle je faisais référence tout à l'heure, elle prévoit ce mécanisme qui permet d'ajuster le financement au montant d'objectif du coût du projet, lié à tous ces paramètres que j'ai indiqués. Et donc, en effet, il y a une taxe nationale à assiette locale incitant au report modal. L'objectif, c'est qu'il y ait du trafic sur la voie d'eau. Donc, M. Courteau parlait tout à l'heure du péage. Le péage ne sera pas à 3,25 €. L'idée... C'était la fourchette qui était donnée en dans les 2007 dans le dossier d'enquête. Mais aujourd'hui, c'était à l'époque où le PPP devait financer, donc des fonds privés devaient financer et donc devaient être remboursés. Aujourd'hui, c'est un investissement public. Et donc, l'objectif, c'est qu'il y ait du trafic sur le canal. Et donc, là aussi, une recette qui sera affectée au remboursement de l'empreinte bouclage du canal, incitant au report modal, permettant donc à plus de marchandises encore de se reporter depuis la route vers la voie d'eau. Yves Courteau, sur le budget. Mais là, vous inscrivez toujours dans le budget de 5,1 milliards. Je rappelle que ce budget de 5,1 milliards, ce n'est pas du tout une réévaluation du projet, c'est la simple actualisation de la valeur 2016. Ça veut dire que depuis 2016, ça va faire 10 ans, ce projet n'a jamais été réévalué.
C'est-à-dire qu'on est toujours sur la valeur de départ qui était, je crois, de 4,578 milliards d'euros. Hein, donc ça, et donc vous inscrivez toujours là-dedans. On parle bien de 3 milliards supplémentaires à financer. Et là, je pense que c'est assez clair. Dans la convention de financement dont vous parlez, l'engagement de l'État et des collectivités locales, il est écrit noir sur blanc qu'il est non révisable. Et encore dernièrement, tant le président du conseil départemental du Pas-de-Calais que le président de la région de France affirmaient dans la Voix du Nord qu'ils ne mettraient pas 1 euro de plus. Et ils ont bien raison. Regardez l'état de leurs finances. Je crois qu'il y a 2 départements qui financent le projet, qui sont dans les 5 départements les plus en difficulté, selon le dernier rapport de la Cour des comptes de juin 2025. Donc il n'est pas question pour eux. Vous voyez toutes les difficultés. Je crois qu'il y a 54 départements en grande difficulté financière. Donc ce n'est pas de eux qu'il faudra attendre un complément de financement. Le conseil régional, je crois que c'est un petit peu pareil. Le conseil économique et social a tiré le signal d'alarme en disant qu'il dépassait sa cote d'alerte en termes d'endettement. Donc ce n'est pas de ce côté-là qu'on trouvera de l'argent. Et c'est pas ce que prévoit la convention de financement, en effet, puisque c'est un emprunt de bouclage assis sur une recette affectée qui va permettre de faciliter, d'améliorer encore le report modal de la route vers la voie d'eau. Bon, un dernier point, il y a eu une demande de moratoire au mois d'octobre, parce qu'il n'y a pas que les citoyens qui se mobilisent, il y a aussi des scientifiques de l'IUT de Compiègne. On les écoute, ils demandent un moratoire du projet. Vraie pause, donc pas un moratoire de 3 mois, le temps de répondre à 3 questions, effectivement. Voilà, on va dire un scénario idéal là, de notre point de vue. Ce serait une vraie pause, je sais pas, de quelques années peut-être, disons 2 ans pour dire quelque chose. Une vraie convention citoyenne qui se met en place, qui inclut justement, bien sûr, des experts, des scientifiques, mais aussi, encore une fois, des citoyens, des politiques au sens large, pas forcément juste qui ont un intérêt, on va dire, un peu immédiat à voir, encore une fois, de l'argent se déverser sur le territoire, qui est un vrai espace-temps de discussion et qui permettent de construire des projets territoriaux un petit peu ensemble. Si à l'issue de ça, effectivement, il y a vraiment une large part de la population, des acteurs industriels, agricoles, etc., qui ont envie de ce genre de modèle, et bien quelque part, ça donnerait déjà une information un peu différente. Ce dont on a l'intuition, c'est que ce ne sera pas le cas. Si on présente les choses vraiment clairement en termes de ce que ça représente, en termes de projection socio-économique pour les territoires, il est très très probable que les gens aient envie d'autre chose, quoi. Alors, il nous reste 1 minute, 30 secondes chacun. Yves Courteau, sur cette demande de moratoire de la part de l'IUT de Compiègne, est-ce que c'est une bonne idée ? Je vais même dire que c'est une évidence. Et ils ne sont pas les premiers à le demander. Hein. Je crois que le premier, c'était un rapport du Conseil général des ponts et chaussées en 2003, qui préconisait de reporter le projet à une date ultérieure. Plus tard, donc la fameuse mission Massonilitsky demandait la même chose en 2012. À chaque fois, le projet est maintenu. Ça veut dire qu'il y a quand même des experts, dont parlait M. Billet, qui ne sont pas du tout convaincus de la pertinence de ce projet. Et j'ajoute pour finir qu'il y a eu trois instances, donc la Cour des comptes en 2016, une commission parlementaire du Sénat et puis l'autorité environnementale qui ont demandé tous les 3 une contre-expertise pour remettre sur la table toutes les données du projet. Et cette contre-expertise, elle éclairerait, je crois, tout le monde. Et il n'y a rien de mal à demander l'avis d'autres experts. Et la Société du Canal s'y refuse. Cette demande de moratoire. Nous, on est très étonnés par la prise de position des enseignants là, de l'UTC, qui d'ailleurs, on n'a jamais vu, nous, sur le projet. On ne les connaît pas. Pourtant, notre siège est à Compiègne et on a eu une quinzaine d'étudiants de l'UTC qui ont fait des stages au sein de la Société du Canal, très intéressants du reste, pour chacune des parties. On n'en est plus là. Toutes ces études, toutes ces analyses, ces expertises, elles ont eu lieu. Les décisions démocratiques prises par l'État, par les élus des collectivités locales, par l'Europe, elles ont été prises. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réaliser le projet. Donc, moi, j'ai écouté ce que disaient les experts, en tout cas les enseignants de l'UTC. Il n'y a aucun apport scientifique nouveau. Aucun apport scientifique. On nous resserre effectivement les oppositions, mais qui ont été tranchées. Donc l'objectif, il est bien aujourd'hui de réussir le projet, de se mobiliser pour collectivement, avec les habitants, avec les acteurs économiques, socio-économiques, de réussir le projet. C'est ça l'enjeu pour notre territoire, pour l'emploi, pour l'avenir de la région des Hauts-de-France.
Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci beaucoup à vous, Pierre-Yves Biet, directeur partenariat territoire de la Société du Canal Seine-Nord, Yves Courteau, adhérent de l'association Protection du territoire Seine-Escaut, et merci à Mathieu Dubois à la réalisation. Merci beaucoup pour ce débat sur un sujet d'actualité brûlant. Oui, avec ces questions centrales, le fluvial peut-il aider à rendre les transports plus verts ? Quel rôle pour le ferroviaire ? Rappelons aussi que les consommateurs, nous tous avons un rôle à jouer, car le meilleur moyen de décarboner la filière, c'est aussi de diminuer la part des camions sur nos autoroutes, évidemment de diminuer les flux de marchandises en commandant moins à l'autre bout du monde, surtout avant les fêtes de Noël. Oui, d'ailleurs. n'oublions pas de consommer local. En tout cas, cette émission est à retrouver dès maintenant en podcast sur rcf.fr, sur YouTube et dans les pages région de la Voix du Nord. Merci beaucoup.